Aujourd'hui, dans les déménageurs de l'extrême. Plonge! On n'y voit vraiment rien. Ça va pas du tout. Un déménagement épique pour sortir un bombardier B-25 du fond d'un lac de Caroline du Sud. Wow. En plein cœur de la Caroline du Sud se trouve le lac Murray, à 15 km à l'ouest de Columbia. Aujourd'hui, il fait la joie des pêcheurs et des canotiers. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, il servait à bien autre chose. L'entraînement des équipages de B-25, de jeunes pilotes, navigateurs et bombardiers, la plupart tout juste sortis du lycée. Les bombardiers B-25 comptaient parmi les avions militaires les plus célèbres de la dernière guerre. Ils étaient présents sur toutes les lignes de front. L'île de Lunch, au milieu du lac Murray, a été abondamment utilisée comme cible d'entraînement, si bien qu'on l'appelait l'île des bombes. Le 4 avril 1943, lors d'un entraînement de routine, un B-25 s'écrase dans le lac. On regardait du côté du lac et on a vu deux avions. L'un des deux est parti en direction de Lexington, mais on n'entendait pas l'autre. J'ai regardé et puis tout à coup il y a eu un gros bruit. Les 3 membres d'équipage ont survécu, mais l'avion a coulé et a été perdu. 50 ans plus tard, en mars 1993, des soldats de la Navy qui s'entraînaient à l'utilisation du sonar ont repéré l'avion sous des couches de vase au fond du lac, à 45 mètres de profondeur. Pour Bob Sigler, natif de Columbia en Caroline du Sud, cette découverte a ranimé une vieille passion de son enfance. J'ai lu un livre sur le lac Murray. Un des chapitres traitait des B-25 qui se servaient des îles comme cible pour l'entraînement. Vers 1989, j'ai décidé de faire une recherche historique pour voir si je pouvais déterminer exactement combien d'avions étaient tombés dans le lac. On a trouvé que 7 accidents aériens avaient eu lieu à cet endroit. Au début des années 90, on est arrivé à la conclusion qu'il restait probablement un avion au fond du lac. Bob a organisé une série de plongées pour aller inspecter l'avion. À son agréable surprise, il a découvert que ce B-25 était un modèle très rare. Il n'y a que 3 modèles C comme ça dans le monde. C'est un avion très rare. Le B-25C est considéré comme un modèle très amélioré, avec des moteurs plus puissants et plus d'armement que d'ordinaire. On sait que le moteur droit ne s'est éteint qu'en touchant l'eau. Il était en marche au moment de toucher l'eau. Comme l'hélice tournait encore, ça a éteint le moteur tout de suite. Il a tout de suite acheté les droits pour récupérer l'avion dans l'espoir de le remonter et de le donner à un musée. Le plexiglas du nez de l'avion s'est cassé. Et le dessous est probablement bien abîmé. Mais on ne pourra pas le voir tant qu'on ne l'aura pas remonté. C'est plein de boue. Mais les premières plongées ont montré que l'appareil était dans un état remarquable. C'est bien qu'il soit dans de l'eau douce. En plus, il est assez profond à 45 mètres. Il y a peu d'oxygène, donc peu de corrosion. Les plongeurs ne vont pas si loin, donc il n'a pas été vandalisé. Il y a toujours la tourelle dorsale avec 2 mitrailleuses. La peinture est intacte. On voit bien les étoiles sur les ailes et celles sur le fuselage. Le numéro sur la queue est jaune vif et l'étoile est bleue et blanche. Facile à identifier. Déterminé à dégager l'avion de la vase du lac Murray, Bob a fait appel à un expert en la matière, le légendaire Gary Larkins, pour se charger de l'opération. Depuis les années 70, Gary a pris en main la récupération de 68 avions historiques. Gary espère que le B-25 sera le 69e. Dans un hangar, à l'aéroport de Columbia, non loin d'ici, Gary prend un B-25 rescapé comme exemple pour expliquer à Bob son plan d'attaque. Pour le B-25C qui est au fond du lac Murray, la vase arrive à peu près à cette hauteur. L'avion est donc à moitié enterré. Disons qu'il est embourbé sur environ 60 cm. L'aile droite est un tout petit peu plus haute que l'aile gauche. Peut-être parce que le moteur droit manque. Le côté gauche se serait enfoncé un peu plus dans la boue à cause du poids du moteur. Pour pouvoir gréer correctement l'appareil, on va faire passer une sangle sous chaque aile, puis attacher chaque extrémité des sangles à une barre d'écartement posée sur l'aile parallèlement au corps de l'avion. Comme ça, l'avion sera maintenu bien fermement et stable.
C'est ce qui protégera la structure de l'appareil. Autrement dit, les sangles ne risqueront pas de broyer le bord d'attaque ou le bord de fuite des ailes. Elles seront maintenues écartées par la barre. Gary a possédé et restauré un modèle de B-25 similaire dans les années 70. Et il connaît ce type d'avion comme sa poche. Ici, c'est la partie la plus robuste de l'avion. Cette section est renforcée à l'avant et à l'arrière. C'est un endroit très résistant. Il faudra donc faire passer les sangles par ici. Sur le modèle C, il y avait une tourelle ventrale avec 2 mitrailleuses. On m'a dit que si elle est toujours en place, ce sera la seule tourelle de ce type encore en existence sur un B-25. Bob et Gary n'espèrent pas seulement remonter l'avion, mais aussi trouver des effets personnels ayant appartenu à l'équipage naufragé. Nous sommes au premier jour de l'opération de récupération du bombardier tombé au fond du lac. L'équipe commence par assembler 10 modules de pontons flottants afin de disposer d'une vaste plateforme sur l'eau. Les modules s'amarrent les uns aux autres pour former une seule grande barge. On assemble des sections. Cette section-là est de 2,30 m sur 4,50 m. D'autres sont de 2,30 m sur 9 m. En gros, ce sont des boîtes en acier avec une structure flottante à l'intérieur. Les sections les plus petites pèsent chacune 4,5 tonnes. Les plus grosses, 6,8 tonnes. Attends, on va mettre celui-là sur le côté pour dégager. Ce sera le 5e module qu'il faudra attacher. Doucement, tranquille. Ils transportent les modules un par un au-dessus de l'eau et les mettent en place puis les amarrent les uns aux autres. La boule s'insère dans le trou. Ok, un coup de marteau et c'est fixé. En fin d'après-midi, la plateforme avec sa cour centrale commence à prendre forme. L'avion sera placé sous la plateforme, dans ce sens-là. Les ailes iront de cette section à cette section, dans la longueur. Pour le récupérer, les treuils descendront dans l'eau directement vers les barres d'écartement posées sur les ailes et iront se fixer aux 2 extrémités. Il faut qu'on puisse soulever l'appareil, le stabiliser et le remonter. On charge maintenant la plateforme avec tout un équipement. Un cadre en acier, des toilettes portables, des compresseurs d'air, du matériel à souder et surtout 2 treuils pneumatiques qui serviront à remonter l'avion. C'est un treuil pneumatique. On préfère éviter les treuils hydrauliques qui cassent et polluent l'eau. Donc on travaille avec des treuils pneumatiques. Avec un système hydraulique, si un câble se cassait, vous pourriez encore pomper jusqu'à 150 litres de fluide avant d'arrêter le moteur. Et ça polluerait le lac. Ça, c'est un compresseur d'air de 12 300 cm3. Donc il fournira toute la pression nécessaire au treuil pneumatique pour qu'il puisse fonctionner à son maximum. Pour finir, ils chargent 4 blocs de béton qu'ils feront descendre dans l'eau et qui serviront d'encre aux 4 coins de la barge. C'est bon, Richard? Oui, vas-y. D'accord, pose-le. Attends une seconde. C'est centré ou quoi? Comme ça. Tire-le vers toi, Rick. Tire-le. Je suis hyper impatient. Je vais faire ça sérieusement, bien sûr, tout vérifier pour que le boulot soit fait correctement. Mais une fois que l'avion sera remonté, je serai vraiment euphorique. En 1943, l'île des Bombes, en Caroline du Sud, est un endroit idéal pour l'entraînement des soldats inexpérimentés. Les pilotes effectuaient plusieurs boucles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis ils lâchaient leurs bombes à très basse altitude. Mais ce jour-là, avant que l'équipage puisse finir l'exercice, le moteur gauche lâche. L'équipage largue les bombes et plonge dans le lac. Henry Maskell était le bombardier instructeur à bord de l'avion. Il était surtout inquiet pour le jeune pilote. Il ne fallait pas que le jeune pilote perde sa confiance en lui-même. Donc je n'ai pas arrêté de lui parler, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Quand ils ont touché l'eau, le pilote a effectué un très bon amérissage d'urgence. Mais ils sont quand même entrés en contact avec l'eau de façon assez violente. Et j'ai dit, ah mince, on est fichu. L'appareil commence à couler. L'équipage sort par une issue de secours et est récupéré par un pêcheur du coin. Aujourd'hui, Gary Larkins dirige une équipe de plongeurs. C'est le début de la délicate opération consistant à remonter le bombardier de 10 tonnes à la surface pour le ramener vers la rive. Ils vont attacher des bouées à l'avion pour qu'on sache où il est. Une fois que ce sera fait, grâce à ces balises, la plateforme flottante sera positionnée juste au-dessus du B-25. Faut attraper la ligne. Prêt? Oui. Ok.
Chris Elmore fait partie des plongeurs s'apprêtant à effectuer cette opération extrêmement difficile et dangereuse. Le principal objectif, c'est d'attacher une bouée au nez de l'avion. Et si on peut, d'en fixer une autre à la queue. Et de remonter sain et sauf. Il faudra 2 minutes aux 3 plongeurs pour descendre les 45 mètres jusqu'à l'hélice de l'épave. Le moteur gauche ne se trouve pas très loin du nez de l'avion, mais il n'est pas facile à localiser. À partir d'environ 10 mètres, la lumière du jour n'arrive plus. Quand on continue à descendre, on ne voit plus rien, c'est le noir total. Les plongeurs utilisent de puissantes lampes pour réussir à apercevoir quelque chose. Vous voyez les phares bleus qu'ont certaines voitures? C'est la même technologie, donc ça porte assez loin. Mais lorsque l'on remue la vase au fond du lac, cela crée un épais nuage de boue qui bloque la lumière. La visibilité près de l'avion est absolument nulle. Je plongeais au toucher. J'ai vu l'hélice et un petit bout de métal. J'ai essayé d'aller à tâtons vers le fuselage, mais la boue est devenue trop épaisse et je n'arrivais plus à sentir le métal. Et comme j'avais déjà complètement perdu Barney et Joe, j'ai laissé tomber. 1 heure plus tard, les 2 autres plongeurs refont surface. Vous étiez où? T'étais à côté de moi. Tout d'un coup, t'as disparu. Mais finalement, la mission des plongeurs est accomplie. Des balises marquent à présent l'emplacement du nez et de la queue de cet avion hors du commun, dont l'histoire est intimement liée à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Le B-25 Mitchell a été l'un des meilleurs bombardiers de la guerre. Il a été utilisé sur toutes les lignes de front. Le Mitchell était produit par la North American, qui est aujourd'hui la propriété de Boeing. Ce bombardier possédait 2 moteurs turbo R2600 à cylindre en étoile, d'une puissance de 1700 chevaux chacun. Ce type de moteur est devenu standard sur toutes les versions successives du B-25. Au cours de la guerre, le modèle C, comme celui qui gît au fond du lac Murray, a été amélioré et équipé de 6 mitrailleuses de calibre 50. Il pouvait transporter 2360 kg de bombes. Pourtant, le B-25 manquait d'efficacité lorsqu'il s'agissait de frapper des navires ennemis depuis une altitude élevée. Le général Kinney, commandant de la 5e Air Force américaine, a eu alors une idée audacieuse, le bombardement par ricochet. Le pilote du B-25 rasait la surface de l'eau. Lorsqu'il arrivait à 300 mètres de la cible, il lâchait sa bombe. Comme une torpille glissant sur l'air, la bombe ricochait sur la surface de l'eau et frappait de plein fouet le navire ennemi. C'était terriblement efficace. Outre cela, le B-25 servait aussi pour le bombardement à moyenne altitude, le mitraillage au sol, le transport, les missions de reconnaissance, les patrouilles anti-sous-marins et l'entraînement. Cet après-midi, la barge arrive et on commence à faire descendre les ancres de béton dans l'eau. Une fois en position, les câbles sont resserrés de façon à ce que la plateforme soit directement au-dessus du B-25. La nouvelle équipe de plongeurs se met à l'eau. Leur mission ? Commencer à gréer l'avion. Les plongeurs vont devoir faire passer 2 sangles sous chacune des ailes. C'est une plongée très technique. On descend jusqu'à 45 mètres, c'est nettement au-delà de la plongée de loisir. À cette profondeur, l'excès d'azote provoque une narcose, l'ivresse des profondeurs, qui vous empêche de réfléchir et ralentit vos mouvements. Pour éviter ça, on va utiliser un mélange gazeux plus faible en azote que l'air normal. Durant 1 heure et demie, les plongeurs tentent de faire passer une sangle sous chacune des ailes. Mais la visibilité est si mauvaise que c'est peine perdue. Tout est recouvert par au moins 30 cm de vase. Dès qu'on y touche, en quelques secondes, la visibilité est réduite à quelques centimètres. À certains moments, je ne voyais même pas la lumière que je tenais dans la main. 2 jours durant, les plongeurs descendent et le résultat reste le même. Après 5 tentatives, on n'arrivait toujours pas à trouver l'aile droite. Il n'y a aucune visibilité. Joe et moi, on n'arrête pas de se cogner. On n'y voit vraiment rien du tout. Mais à la fin du 3e jour, les plongeurs rapportent enfin les premières bonnes nouvelles du fond du lac. Viens voir par là, Chris a quelque chose à te dire. J'ai réussi à passer une sangle. C'est pas vrai. Tu me fais marcher. Non. La première sangle est passée et les plongeurs suivants réussissent à la mettre bien en place et à la fixer. L'après-midi, les 2 sangles sont en place sous les 2 ailes. Ces 2 sangles peuvent soulever jusqu'à 27 tonnes. Et l'avion ne devrait pas peser plus de 10 tonnes environ. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. On a de la marge. Je ne suis pas contre une bonne nouvelle. Tout le monde sourit. On lui annonce l'autre nouvelle ? Pour fêter ça, l'équipe a préparé un petit test d'entraînement. Voilà la bête.
le lac Murray en Caroline du Sud. Voilà 5 jours que les plongeurs s'affairent pour gréer le B-25 qui gît au fond du lac à 45 mètres de profondeur. Le bombardier B-25 Mitchell a une très riche histoire, mais il est surtout connu pour 2 événements en particulier. La plus célèbre mission menée par un B-25 pendant la Deuxième Guerre mondiale a été le commando Doolittle. Le matin du 18 avril 1942, 16 B-25 menés par le lieutenant-colonel Jimmy Doolittle décollent du porte-avions Hornet et se dirigent vers Tokyo à plus de 900 km. À chacun des B-25, on a ajouté 3 réservoirs de carburant supplémentaires. En effet, si le B-25 peut décoller d'un porte-avions, il ne peut pas y atterrir, car la piste est beaucoup trop courte pour un tel appareil. Les avions ont donc besoin du surplus de carburant pour rejoindre leur base en Chine, alliée des États-Unis. Le commando Doolittle prend les Japonais complètement par surprise. Même si le raid n'inflige que des pertes limitées à l'ennemi, il contribue beaucoup à remonter le moral des États-Unis, qui se remettent mal du choc de l'attaque de Pearl Harbor. Toutefois, l'incident le plus connu ayant trait à un B-25 n'a pas eu lieu pendant une bataille, mais en plein cœur de Manhattan. Le 28 juillet 1945, un B-25 en route pour l'aéroport de Newark se perd dans le brouillard et arrive en plein New York. Le pilote réussit à éviter plusieurs immeubles, mais pas le plus grand d'entre eux, l'Empire State Building, haut de 381 mètres. Le B-25 s'écrase contre le 79e étage. Le pilote et ses 2 membres d'équipage meurent sur le coup. L'un des 2 moteurs est retrouvé sur le toit d'un immeuble voisin. L'autre est projeté dans une cage d'ascenseur dans l'Empire State Building et fait une chute de 79 étages jusqu'au sous-sol. L'accident cause la mort de 11 employés et laisse dans la structure du bâtiment un trou de 5 mètres sur 6. Les réparations coûteront un total de $1 million. La construction robuste de l'Empire State Building, fait d'acier, de briques et de marbre, lui a permis de soutenir le choc. Il faut dire que l'avion, fort heureusement, ne transportait aucune bombe. Je vérifie pour l'ouragan. Ophelia est un ouragan de catégorie 1 avec des vents à 135 km/h. Il se dirige droit vers la Caroline du Sud. Les vents commencent déjà à faire tanguer la barge et menacent de l'éloigner de sa position juste au-dessus de l'avion. On craint d'être obligé de quitter la barge ce soir à cause des vents. Il ne vaut mieux pas se trouver sur une barge en plein lac avec des vents violents. Mais tant que l'ouragan n'est pas arrivé et que l'équipe n'est pas obligée d'évacuer, le travail continue. Avant de pouvoir treuiller le B-25, il faut faire descendre 2 barres d'écartement au-dessus de l'épave et les attacher aux sangles passées sous les ailes. Chaque barre d'écartement sera placée sur une aile. Pour l'instant, tant qu'elles ne sont pas attachées, on utilise le treuil pour les descendre et les positionner juste au-dessus de l'avion. Ensuite, les plongeurs devront les mettre exactement en place, toujours avec l'aide du treuil. Tu t'es fait mal? C'est une opération délicate. Ces barres en acier de 180 kg pourraient facilement endommager l'avion. Et il ne sera pas facile pour les plongeurs de les manœuvrer sous l'eau. L'équipe abaisse la première barre. Comme les plongeurs ne pourront pas communiquer avec les préposés au treuil sur la barge, ils utiliseront des bouées pour signaler quand la barre sera en position au-dessus de l'aile. Alors si la bouée est verticale, il faut descendre la barre. Si elle est horizontale, c'est que la barre est sur le fuselage. Il faudra juste la faire descendre un peu sur l'aile. Les plongeurs n'ont pas trop de mal à manœuvrer la première barre au-dessus de l'avion. En surface, la bouée est horizontale. La première barre est en place. Maintenant, la deuxième barre. Mais les vents se font plus violents et de forts courants dans le lac commencent à causer des problèmes. Les vents de l'ouragan commençaient à pousser l'une des ancres vers l'avion, ce qui nous inquiétait. La barre échappe aux plongeurs et va frapper l'avion. La barre s'est encastrée dans le cockpit. Maintenant, elle est coincée dedans. Et on n'avait pas assez de mou pour la dégager de là. Quand on est allé voir, elle était coincée jusqu'ici. D'accord. Je vais voir si je peux la repositionner et j'espère la fixer comme il faut. Souhaite-nous bonne chance. Cette plongée est cruciale. Si on n'arrive pas à sortir la barre de 180 kg du cockpit et à la placer correctement, c'est toute la mission qui échouera. Sur la barge, l'équipe attend un signal. On apprend que l'ouragan est passé plus au nord. Mais il n'est pas question de fêter ça tant que la deuxième barre n'est pas en place. Au bout de 40 minutes, une bouée horizontale fait surface. La deuxième barre est fixée. Sixième jour.
Les plongeurs doivent relier les câbles du treuil pneumatique sur la barge aux barres d'écartement sur l'avion. Ces treuils vont permettre de soulever l'épave. Au début, rien ne bouge. Le B-25 est solidement retenu par la boue dans laquelle il est enlisé depuis 1943. On a commencé à le soumettre à une traction continue plutôt que d'y aller trop fort et de le casser sous le choc. On tire doucement, ça se sent. On sent que ça tire sur la barge. Ça tangue et comme ça travaille l'avion petit à petit. Heure après heure, l'équipe attend le signal qui indiquerait que le B-25 s'est libéré de la vase épaisse au fond du lac. 9 heures passent, toujours rien. L'attente se poursuit toute la nuit. Qu'est-ce que ça donne? Soudain, après 16 heures de pression constante sur les câbles, de l'huile et du fluide hydraulique apparaissent à la surface. Tu l'as? C'est bon? L'avion s'est enfin dégagé de la boue. Maintenant, il est prêt à être soulevé. On peut y aller, ok? Il est trop dangereux pour les plongeurs d'être dans l'eau tandis qu'on fait remonter le B-25. Si l'un d'eux se trouvait pris dans l'un des câbles ou si une partie de l'avion faisait une embardée, le triomphe virerait vite à la tragédie. 1,50, 3, 5. Quand l'avion s'est élevé de 5 mètres au-dessus du fond du lac, les plongeurs descendent vérifier l'état des câbles. Si on peut avoir la profondeur pour l'aile gauche et aussi pour l'aile droite, on saura exactement où on en est. L'un des plongeurs est effrayé par ce qu'il entend. Craignant que le B-25 ne se fracasse sous eux, les plongeurs remontent pour signaler que la queue pourrait bien être tordue et sur le point de se briser. L'avion a le nez qui pointe en bas et la queue baissée comme ça. Oui, le nez est incliné comme ça et la queue fait un angle comme ça. C'est en train de craquer. C'est pour ça que j'ai dû remonter vite fait. Je l'entendais craquer et se casser. Ça va pas du tout. C'est bien trop lourd. Il y a énormément de vases sur l'avion. Il y a une vraie montagne dessus. Il faut enlever tout ça. C'est ça qui cause le problème. En attendant, il faut juste espérer que l'avion va rester entier. Craignant d'avoir cassé en deux le B-25, l'équipe fait redescendre l'avion au fond du lac. Les plongeurs sont dépêchés pour aller enlever 60 ans de vases et de sédiments de la carcasse. Cela prend plus de 3 heures. On y travaille là. C'est tendu. L'équipage est maintenant prêt à remonter l'avion une nouvelle fois. 7, 8, 9. L'avion décolle enfin du fond. On utilise des cordages avec des rubans bleus placés tous les 30 cm en guise de marque. Une corde est attachée au nez de l'avion, une autre à la queue. Ainsi, on est sûr que le fuselage reste horizontal. Ça va être très dangereux si la queue se détache pendant qu'ils tiennent cette corde. Il ne faut pas qu'il l'enroule autour de la main. C'est un moment critique. Si le nez balance vers le haut ou vers le bas, le frottement du bord des ailes sur les sangles pourrait les déchirer et libérer le fuselage de son harnachement. Le B-25 retomberait alors au fond du lac en morceaux. Tout va mal. L'avant est presque 4 mètres plus haut que l'arrière. Gary arrête le treuillage. Il ne bouge pas du tout. J'aime pas ça. C'est ce que je disais. Chez toi, ça n'avance pas et lui, il fait des bonds d'1 mètre. C'est pour ça qu'ils sont à 8 mètres et nous à 4 mètres 50. J'aimerais vraiment qu'on envoie quelqu'un voir ce qui se passe et qu'il me le dise. Faut que je sache. Cela fait une semaine que Bob Siegler, avec l'aide de l'expert Gary Larkins, a commencé sa quête pour récupérer un B-25 échoué au fond du lac Murray, en Caroline du Sud. L'avion est maintenant suspendu à 4,50 m du fond. Un container. Mais il semble sur le point de se briser en deux. Ça vient de remonter. C'est sans doute le réservoir hydraulique. On devrait pas tarder à savoir. Gary décide d'envoyer 2 de ses plongeurs les plus expérimentés, George Carter et Rafid Touma, inspecter la queue de l'appareil. Plonge. Maintenant. Ok. La vase rend la visibilité très faible. Les plongeurs font l'essentiel du travail au toucher, progressant lentement autour de l'avion, essayant de repérer les dégâts possibles.
Le B-25 est littéralement suspendu en équilibre. Gary et son équipe retiennent leur souffle en attendant la remontée des plongeurs. Les sangles sont bien en place. Tout le harnachement a l'air en bon état. Le nez est intact. On peut voir le fuselage en entier jusqu'à la queue. L'avion tient bon. Très bien. Tu mérites un gâteau. Les nouvelles sont très très bonnes. On a 1 mètre de décalage, c'est pas si mal. Les câbles ont tenu. On a découvert que la queue n'est pas de travers, comme on le pensait. C'est juste l'angle de l'avion qui donne cette impression. En effet, l'aile gauche est inclinée vers le bas parce qu'il manque le moteur à l'aile droite. À la tombée de la nuit, l'équipe reprend la lente opération de remontée du B-25. À une vitesse de 3 mètres par heure, sans compter les pauses périodiques pour vérifier que l'avion reste bien horizontal, ils en ont pour toute la nuit. Un moniteur est connecté à une caméra sous-marine pour permettre à l'équipe de repérer le moindre signal alarmant. Ça a l'air bien parti. Ça va même au-delà de mes espérances. J'ai hâte de voir cette tourelle ventrale. Le B-25 se rapproche lentement. À 4 heures du matin, le fuselage fait enfin surface. On va voir le nez en premier. L'avion est maintenant fixé sous la plateforme. L'équipe fait lentement les 3 km qui la séparent du rivage. On fait halte avant que le ventre de l'avion ne racle le fond rocheux du lac. Et on met l'ancre dans 4,50 m d'eau. À l'aube, l'équipe de la barge voit enfin pour la première fois le B-25 à la lumière du jour. Il est magnifique. Beau travail. Cette opération a été exaltante parce qu'il a fallu attendre 4 heures du matin. Ça a été une longue lutte. On ne peut pas dire « aujourd'hui on va remonter l'épave ». Ce serait le désastre assuré. L'avion doit venir quand il est prêt. Et celui-là était enfin prêt. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire. Une grue d'une capacité de 250 tonnes s'apprête à faire le transfert sur la rive. Mais auparavant, pour alléger le poids, les plongeurs devront enlever des tonnes de vase et de boue du cockpit et du fuselage grâce à un système de drague par pompage. C'est alors que l'équipe fait une découverte inquiétante. Ils aperçoivent une fente de 15 cm de large sur le dos du fuselage. À l'amérissage, le moteur droit s'est détaché. Il a cogné contre le côté droit du fuselage, juste derrière le siège du copilote. Et il a enfoncé toute la structure avant de l'avion. Et quand le B-25 a touché l'eau, tous les boulons à l'avant de l'appareil ont été arrachés sur 15 cm. Si les boulons encore en place sont rouillés et qu'on essaie de soulever le B-25 dans cet état-là, tout l'avant de l'appareil pourrait se détacher. Avec cette grue, l'avion va se retrouver à 20-25 mètres en l'air. Je n'ai pas envie qu'il s'écrase encore pour son premier vol depuis 63 ans. Darrell et John apportent une entretoise en acier qui sera posée le long du fuselage. Des sangles feront le tour de l'appareil en passant par cette entretoise, de façon à soutenir le nez et la queue du B-25. C'est bon, baissez doucement. On va le mettre en position. On démonte la section arrière de la barge. Il est temps de soulever l'avion. Donnez-moi un compteur que je vérifie. C'est un effort collectif. Corde. Danny, bien serré. La bête remonte. Gardez l'œil sur la fente, là. Et dites-moi s'il y a du changement à ce niveau-là. C'est bon. À toi, John. Ça y est, il fait surface. L'avion est soulevé petit à petit. Le dôme de plexiglas de la tourelle pointe à la surface. Fait remarquable, il est intact. Les plongeurs le démontent afin qu'il ne soit pas endommagé pendant le dernier déplacement. D'abord commercialisé en 1936 par Otto Haas et Otto Röhm, le plexiglas a été régulièrement utilisé au début de la Deuxième Guerre mondiale pour les verrières des cockpits et des tourelles. Celle de ce B-25C servait de support à 2 mitrailleuses rotatives de calibre 50. Laissez l'eau s'écouler. Ne le cognez pas contre la plateforme. Voyez par là. Joli travail. Parfait état. Très beau. En fin d'après-midi, on procède au transfert de l'avion. Doucement. Les plongeurs et les membres de l'équipe travaillent de concert pour préparer le B-25. À la tombée de la nuit, on démonte les dernières sections de la plateforme. Par ici. La plateforme ne porte plus le poids de l'avion. Quoi qu'il arrive, il n'y a donc plus d'autre solution que de le sortir de l'eau. Plus de retour en arrière possible. Direction la plage. Les responsables de l'opération, Bob Ziegler, Bill Vartorella et John Hodge, savourent enfin ce moment tant attendu. C'est super. Je suis heureux et soulagé. C'est un grand jour. Ça fait 16 ans qu'on l'attend. Une dernière vérification et Gary fait signe au grutier de commencer à soulever l'avion de 10 tonnes hors de l'eau. C'est parti. Ça fait vraiment peur. Les ailes fendent la surface du lac et des litres d'eau s'écoulent le long de l'appareil.
Gary n'ignore pas que le poids du liquide pourrait briser l'avion. On fait venir un camion aspirateur pour enlever le surplus d'eau. Une fois cela effectué, il est enfin temps de sortir complètement le B-25 du lac. Si vous entendez un gros crack, je vous conseille de déguerpir parce que je vais vous sauter dessus. On va faire ça en beauté. On va le diriger vers nous. Allez les gars. Après une semaine et demie de travail, juste avant minuit, le B-25 est à nouveau dans les airs. Ça y est, il l'a. Il ne peut plus reculer. Regardez-moi cette aile. Touchez-moi ça. On va la faire bouger par là. Ne reste pas sous le moteur, Johnny. Il pourrait se décrocher à tout moment. Faites-le avancer aussi loin que possible. Je vais à l'arrière et je vous ferai signe. Encore un peu. C'est bon. C'est bon? Super, j'adore. Descends, oui. Fais ce que tu dois faire, pour moi c'est super. Parfait, ça pourrait pas être mieux. Il est au sol. Enfin. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, un modèle très rare de bombardier B-25C, qui s'était écrasé dans le lac Murray, se trouve sur la terre ferme. L'avion va être remis au musée de l'aviation de Birmingham, dans l'Alabama, où il sera restauré et exposé. Les responsables du musée examinent l'appareil en entier pour la première fois. Voilà les freins. La roue devait être là, le pneu était énorme. Jusqu'ici, la partie intérieure de l'avion était enfouie sous la boue et la vase. Il était à moitié enterré, donc on n'en voyait que la partie supérieure. Mais quand il a été dégagé, on a pu l'observer de plus près et on a vu ça. Vous voyez ? Toute la partie avant a été déchirée en deux et écartée de 30 cm. Ça s'est sans doute produit quand il a heurté le fond. Peut-être quand il a touché l'eau, mais plus probablement quand il est tombé au fond. C'est une vraie coquille d'œuf. Regardez la queue. On pourrait passer un doigt à travers le métal. C'est incroyable qu'ils soient arrivés jusqu'ici. Certaines parties de l'avion sont encore dans un état remarquable. Il reste encore des morceaux d'étoffe sur la direction, ce qui est vraiment incroyable. J'avais jamais vu ça. Après tout ce qu'il a subi avec la boue, le lac et tout le reste, il reste encore des bouts d'étoffe accrochés. Des volontaires du musée sont déjà au travail pour nettoyer l'intérieur de l'avion et découvrent des trésors inestimables. Voici un calculateur de vol V6B. On l'a trouvé à côté du navigateur à l'avant. Ça, c'est une radio portable. Il fallait ça pour communiquer en ce temps-là. Et voilà le bouton pour le largage des bombes, avec son couvercle de protection. Il manque une petite goupille, mais enfin, on voit bien comment le bombardier lâchait ses bombes. La plupart des B-25 utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été dépouillés de leurs instruments, de leurs jauges, de leurs cartes de navigation, de leurs mitrailleuses et de leurs parachutes. Mais le lac Murray a protégé celui-ci des pillards, gardant bien à l'abri cette bête de combat et tout ce qu'elle contenait depuis le 4 avril 1943. Une mitrailleuse de calibre 30, destinée à la pointe avant de l'appareil, a été trouvée rangée au fond du compartiment ici. On peut voir le canon. Hier, on ne savait pas encore qu'elle était là. Voilà la gueule de l'arme sous le jet d'eau. Ça, c'était destiné à vérifier l'altitude. Ça servait au bombardier à positionner sa bombe le plus efficacement possible. C'est en très bon état. Il faudra le nettoyer, mais sans frotter trop fort non plus. Ce qui est super, c'est qu'on a tous ces calculs au crayon au dos du disque. On s'en servait de brouillon. On essaie de racler la boue jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose dessous. Mais surtout, on la verse sur ce tamis, là en bas. Dans la boue jusqu'au coude, Robert Sigler savoure tous les instants. Voilà 16 ans qu'il rêve de cela. Ces 10 derniers jours, ce sont les plongeurs qui ont fait tout le travail, sous l'eau. Harnacher l'avion, etc. Le personnel du musée et moi, et ceux sur la plateforme qui n'étaient pas des plongeurs, nous avons surtout été des observateurs jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a enfin l'occasion de toucher l'avion et de se mettre physiquement au travail. On a passé toute la journée à enlever de la boue de l'avion. On en a retiré des quantités phénoménales. On utilise des lances d'incendie pour nettoyer. Je crois qu'on a réussi à enlever le plus gros. Une découverte inattendue concerne une tradition qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La carlingue d'un avion, avant son baptême du feu, était décorée de dessins qui rendaient hommage à une femme, à une petite amie, à une star de cinéma ou à un dessin animé. Betty. Ici on dirait Lenny, Irène. Et puis au crayon sur le côté on lit contrôle mauvais. On verra si c'est approprié ou non.
À l'intérieur, les travailleurs voient enfin les restes des périscopes et des mitrailleuses. Voici la tourelle ventrale rétractable, que j'attendais depuis longtemps. Elle est encore dissimulée par des sédiments et par la rouille, mais divers éléments confirment l'existence de la tourelle ventrale, l'une de seulement 4 connues dans le monde. Je ne crois pas que cette tourelle ait jamais servi à abattre un avion ennemi. En fait, c'est presque impossible de toucher un avion de chasse allant à 400 ou 500 km/h avec une petite pièce comme ça. C'était infaisable. Donc on a éliminé ces tourelles, c'était du poids superflu. Autant qu'on sache, celle-ci était la seule encore en place dans son avion d'origine. C'est un grand moment pour Bob et Gary. L'avion avait son lot de mitrailleuses au complet. Il y avait 4 Browning de calibre 50, 2 en haut et 2 en bas. L'une d'elles est ici. On voit qu'elle est tordue parce qu'elle a cogné le fond. C'est pour ça qu'on voit un canon et pas l'autre. Mais les deux semblent être restés bien solides. Il s'agit d'une mitrailleuse Browning de calibre 50. Cette section est la partie du canon qui est refroidie par l'air. C'est-à-dire que l'air circule dans et autour du canon. Ça fait partie du mécanisme d'alimentation. C'est en bon état, c'est de l'acier inoxydable. En nettoyant le fuselage, il découvre un article personnel appartenant à l'un des membres d'équipage encore en vie. Je crois bien qu'on a retrouvé la visière et la jugulaire du casque du lieutenant Mascal. Excellent. On voit même l'insigne de l'US Army Air Corps. Le cuir a survécu à 62 ans passés sous l'eau. Mais si on le laissait sécher complètement, il se détériorerait vite. Pour le moment, il sera donc stocké dans de l'eau du lac, jusqu'à ce qu'on puisse le conserver comme il convient. Géraldine Mascal avait appris la nouvelle de l'accident avant le retour de son mari. J'ai vu arriver Hank dans la rue sans son casque. Et il était tout bizarre, car il n'avait pas son uniforme. Ça ne se faisait pas, vous comprenez? Pour Bob Siegler, c'est la conclusion de 16 années d'efforts pour récupérer le dernier B-25C intact du fond du lac Murray. Pour les volontaires du musée, c'est en revanche le début d'une longue restauration qui prendra environ 10 ans et reviendra à plusieurs centaines de milliers de dollars. Quant au lieutenant Henri Mascal, la vue des images de son ancien avion sorti des eaux a déclenché en lui un flot de souvenirs. Le B-25 a survécu pratiquement intact. 62 ans. Je suis étonné qu'il soit en si bon état. Grâce à Gary Larkins, qui vient d'ajouter un 69e avion à la liste impressionnante de tous ceux qu'il a récupérés, et grâce à son équipe, une pièce d'aviation très rare a pu être préservée pour la joie des générations à venir.